Le procès est ouvert. Monsieur George Papa Jones, vous êtes accusé d'avoir eu ouvert le 4 août 1976 des rapports sexuels illicites avec mademoiselle Geneviève Catnam, qui n'est pas votre épouse, sans son consentement, commettant ainsi un viol en vertu du code criminel. Est-ce que je demande à l'avocat de l'accusé s'il a des plaidoyers spéciaux au départ? Aucun. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable, monsieur? Non coupable. Donc, nous débutons le procès. Je demande d'abord au procureur de la Couronne s'il a l'intention de faire un exposé préliminaire des faits. Oui, Votre Seigneurie, j'aimerais faire un exposé préliminaire des faits pour informer les jurys, grosso modo, des faits de la cause. Alors, M. Papa John aurait eu, vers le 4 août 1976, dans l'après-midi, des relations sexuelles avec Mademoiselle Catnam sans le consentement de cette dernière. Les faits peuvent se résumer ainsi. L'accusé avait donné à Mademoiselle Catnam, qui est courtière en immeuble, le mandat de vendre sa propriété. Afin de discuter de la vente, ils conviennent de dîner ensemble au Couscous Restaurant. Le repas s'est étiré plusieurs heures et une bonne quantité d'alcool a été absorbée. Mademoiselle Catnam et l'accusé se sont ensuite rendus au domicile de ce dernier et c'est dans la chambre à coucher que le viol aurait eu lieu. Elle est enfuie, nue, les poignets attachés dans le dos et un nœud papillon autour du cou. Elle a frappé à la maison voisine et c'est dans cette tenue que le pasteur Laroche l'a accueillie. Mademoiselle Catnam a immédiatement téléphoné à son ami le docteur Arcan et ce dernier a alerté la police qui s'est rendue sur les lieux. Le caporal Carbonneau a alors interrogé l'accusé et par la suite, des accusations de viol ont été portées contre M. Papa John. J'ai l'intention, Votre Seigneurie, de faire ma preuve en faisant la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire qu'il y a eu des rapports sexuels, que ces rapports sexuels ont été obtenus sans le consentement de la victime et que ces actes ont pu avoir lieu sous la menace et sous la crainte. Pour faire ma preuve, je voudrais faire entendre des témoins et dans l'ordre, ce sera la victime, Mademoiselle Catnam, l'employé du Couscous Restaurant dont il a été fait mention dans le résumé des faits. Cette personne est Chantal Paquette, le pasteur voisin de M. Papa John, et c'est M. Stéphane Laroche. Ensuite, le policier qui s'est rendu chez M. Papa John, c'est le caporal Carbonneau. Et enfin, l'ami de la victime, qui est la personne qui a alerté la police, c'est M. André Arcan. D'accord, alors nous commençons par votre premier témoin, que je lui demande de s'approcher au box du témoin. Nom, prénom, s'il vous plaît. Geneviève Catnam. D'accord, alors je vous laisse le témoin. Merci. Excusez-moi. Mademoiselle Catnam, voulez-vous, s'il vous plaît, regarder le monsieur qui est derrière vous et me dire si c'est bien le monsieur que vous accusez de viol? Oui. Donc, c'est monsieur Papa John. Oui. Est-ce que ce monsieur est votre mari? Non. Est-ce que le 4 août, c'était la première fois que vous le rencontriez? Non, j'avais déjà rencontré une fois auparavant pour des relations d'affaires. Et quel métier exercez-vous, Mademoiselle Catnam? Je suis agent immobilier. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, énormément, parce que c'est un métier, en fait, qui nous permet justement
Même si ça demande certaines qualités techniques, ça permet justement de rencontrer des gens. J'aime beaucoup le côté relations publiques du métier. Ça fait quelques années que vous l'exercez? Oui, ça fait déjà quelques années, c'est mon gagne-pain. Quels sont vos projets, Mlle Gottman, dans la vie? Vous avez un bon métier, vous aimez votre métier, vous aimez rencontrer des gens. Quels sont vos projets de vie? Bon, là, présentement, j'ai un ami sérieux, alors probablement qu'on va peut-être se marier, on aimerait avoir des enfants. Alors, somme toute, j'aimerais avoir une petite vie très confortable, justement, à la maison, et aussi continuer à pratiquer ce métier que j'aime énormément. Comme tout le monde. Et dites-moi, là, on va parler de la journée du 4 août. Je sais que c'est pénible d'en parler, mais il le faut. La journée du 4 août, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. D'abord, vous avez pris rendez-vous avec M. Papa John au restaurant Couscous. C'est exact? C'est exact. Alors, M. Papa John m'avait donné le mandat de vendre sa maison. Alors, on avait pris rendez-vous à 1h au restaurant Le Couscous. Alors, on s'y est rendu et le dîner s'était tiré jusqu'aux environs de 4 heures. Puis, pardon. Alors, évidemment, c'était très agréable comme dîner. On a discuté de la maison, de la vente. Quelques amis sont venus joindre à nous. Puis, on a pris quelques verres. Quand vous dites que vous avez pris quelques verres, ça veut dire combien, ça, à peu près? Moi, j'ai consommé environ l'équivalent de 28 onces de Dubonnet, un verre de champagne, et un peu plus tard dans la journée, on a également pris un peu de vodka, alors que M. Papa Jones a pris environ 11 bières, un verre de champagne également, et aussi de la vodka un peu plus tard. Bon, on va essayer de démêler ça. Le réputation de Dubonnet, actuellement dans un bar, un restaurant, quand on sert le Dubonnet, qui est un apéritif, un alcool de vin sucré qu'on sert comme apéritif, on le sert à peu près dans un verre à 3 onces, 3 onces et demie à peu près. Bon. C'est donc dire, si vous avez pris 28 onces, vous avez pris 7 verres à peu près. Environ. Et M. Papa John aurait pris 11 bières. Alors, il a calé un petit peu plus souvent que vous, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Maintenant, vous avez dit, vous avez pris du Dubonnet, plus tard, vous avez pris du champagne et vous avez pris de la vodka. Est-ce que vous avez passé l'après-midi complet au restaurant? À un certain moment, je suis vers 3 heures de l'après-midi, je suis sortie du restaurant pour aller vérifier justement s'il y avait encore de l'argent dans le parcomètre. Oui. M. Papa John m'a accompagnée. Et avant de retourner au restaurant, il a demandé qu'on passe chez une de ses amies qui tient un magasin de vêtements. Alors, je présume qu'il y avait affaire à la rencontrer ou qu'il voulait me présenter. J'avoue que j'ai aucune idée pourquoi on était allé. Alors, vous êtes allé chez cet ami de M. Papa John. Il vous a fait la proposition d'aller là dans le stationnement. C'est ça? Et vous avez accepté. Et vous avez pris quelques consommations chez cet ami? Oui, c'est ça. C'est là où on a consommé la vodka. Alors, j'ai pris à peu près 2 onces de vodka. Et puis, M. Papa John, c'était à prendre l'équivalent de 2 à 3 onces. Et après être allé chez cette personne, est-ce que vous êtes allé directement au domicile de M. Papa John? Non, on est retourné brièvement au restaurant. Et on a quitté le restaurant aux environs de 4h ou 4h30. Est-ce que vous avez repris d'autres consommations au restaurant? Non, on a continué avec le Dubonnet et puis les bières. Bien, quand vous parlez de 28 onces de Dubonnet, on bière, ça inclut tout l'après-midi. Et une coupe de champagne au travers de ça, chacun. Et bon, alors, comment était l'ambiance? L'ambiance, c'était justement, comme je vous ai dit, c'était très chaleureux. M. Papa John, c'était très gentil. Comme je vous l'ai dit également, il y a des amis qui sont venus joindre à nous. Et c'était, somme toute, un dîner très agréable. Très bien. Maintenant, vous aviez le mandat de vendre sa maison. Vous en aviez discuté tout l'après-midi. Le rendez-vous était pour en discuter et éventuellement la visiter. Je suppose qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu. Justement, lorsqu'on a quitté le restaurant, on s'est rendu au domicile de M. Papa Jones. Alors, c'est M. Papa Jones qui a pris le volant de ma voiture à sa demande, puisque justement, c'était plus facile pour se rendre chez lui. Oui, parce qu'il connaît. Il savait comment se rendre. Bien sûr. Puis, également, je préférais ne pas prendre le volant immédiatement. Bien. Vous arrivez chez M. Papa John. Vous entrez dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, en entrant dans la maison,
M. Papa Jones a fermé la porte et tout de même il m'a poussé dans le vestibule et ensuite dans la chambre à coucher. Son attitude avait vraiment radicalement changé à partir du moment où on est comparativement au moment où on était au restaurant. Bien. Alors, vous êtes entré dans la maison. Sitôt entré, il vous bouscule dans le vestibule jusque dans la chambre à coucher. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, il a essayé de m'embrasser. Ensuite de ça, là, j'ai essayé de le repousser, en fait, de lui demander qu'est-ce qu'il lui prenait, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Puis j'ai essayé de le raisonner. Puis là, il a continué, c'est-à-dire qu'il a commencé à enlever mon chemisier. Alors, encore une fois, là, j'ai commencé à avoir un peu plus peur, mais je me disais qu'il était justement encore possible de raisonner, de faire quelque chose. Mais il ne semblait pas rien vouloir comprendre. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il n'a pas prononcé une parole? Je lui ai demandé justement à ce moment-là de me laisser, etc. Il m'a dit non, je veux te briser. Il a dit non, je veux te briser. Oui. Est-ce que vous avez pris ça pour une parole amoureuse? Non, j'ai plutôt pris ça comme une menace. Le ton sur lequel c'était dit, c'était pas particulièrement affectueux. Ça ne voulait pas dire je vais te donner du plaisir. Merci. Et il a enlevé votre chemisier. Oui. Vous avez protesté. Oui. J'ai essayé de me relever, mais il m'a repoussé sur le lit. Est-ce que vous aviez peur? À ce moment-là, oui, là, j'ai vraiment commencé à avoir peur parce que je savais qu'est-ce qu'il voulait faire. Alors, vous avez protesté. Qu'est-ce que vous lui disiez? Je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il faisait ça. Puis en fait, je lui demandais de me laisser tranquille, de me laisser partir. On était supposé justement discuter de la vente de sa maison, etc. Alors j'essayais toujours de le ramener sur le but de la visite. Mais est-ce qu'il vous a écouté? Non. Il semblait vraiment avoir une idée fixe. Il semblait avoir une idée fixe et il n'écoutait pas vos protestations. Absolument pas. Il a enlevé votre chemisier et vous a poussé sur le lit. Et quand vous avez été sur le lit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, justement, il m'a demandé d'enlever ses boutons de manchette. Puis j'ai refusé. Alors là, j'ai commencé à être un peu plus énervée, pratiquement hystérique, j'ai crié, etc. Alors lorsqu'il a vu que je refusais, il m'a menacé du poing. C'est à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à avoir très peur. Je me rendais compte qu'il pouvait être violent et je ne savais plus à quoi m'attendre. Vous voulez dire, là, qu'il vous a couché sur le lit, il vous a demandé d'enlever ses boutons de manchette, parce qu'il voulait se déshabiller, je présume? Vous avez refusé. Oui. Il vous a menacé du poing. Oui, voilà. Et vous avez eu peur? Oui, là, comme je vous dis, j'étais certaine de ce qu'il voulait, puis j'avais peur qu'il soit violent. Vous saviez qu'il... Je savais plus comment le contrôler. Quand vous dites que vous étiez certaine de ce qu'il voulait, vous étiez consciente qu'il se dirigeait pour avoir des relations sexuelles avec vous, que vous le vouliez ou non. C'était ça que ça voulait dire, le point? Oui. Je peux poser une question? Oui. Pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas pu vous échapper? La seule fois où j'ai essayé de m'échapper, justement, il m'a rattrapé, il m'a repoussé sur le lit. Merci. Est-ce qu'il y a eu sur le lit des rapports sexuels? Plus tard, oui. Préalablement, il m'a arraché pratiquement, il m'a enlevé ma jupe et mes sous-vêtements. Puis alors là, j'étais vraiment dans un état, c'était pratiquement l'hystérie, je hurlais, j'étais terrifiée. Puis après, je peux même pas dire comment est-ce qu'il m'a enlevé le reste de mes vêtements, mon soutien-gorge, ma combinaison. J'ai même pas eu connaissance quand est-ce qu'il s'est déshabillé. Alors, le déshabillage s'est fait très vite. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, justement, là, c'est ça, il y a eu des rapports sexuels pour une première fois. Mais comme il ne semblait pas être capable d'atteindre l'orgasme, il était incapable d'éjaculer, il semblait s'énerver justement parce qu'il était incapable d'atteindre son plaisir. J'essayais de le raisonner. J'ai commencé à lui parler de différentes choses. Je lui ai parlé de mon ami. Mais je lui ai dit également que présentement, j'avais aucun moyen de contraception parce que j'avais l'intention justement d'avoir un enfant avec cet ami. Et que c'était présentement ma période d'ovulation. Je ne suis absolument pas intéressée à avoir des rapports sexuels justement à ce moment-là. Est-ce qu'il vous écoutait?
Absolument pas. Il semblait vraiment concentré seulement là, sur son plaisir. Et puis le fait qu'il ne pouvait pas l'atteindre, ça l'énervait, ça le frustrait. Alors, il ne répondait pas du tout à vos protestations. Vous avez essayé de le raisonner. Vous avez essayé de lui dire que vous ne vouliez pas de relations sexuelles. Vous lui avez demandé de vous laisser tranquille. Vous lui avez parlé de votre ami, que vous vouliez avoir un enfant, que vous étiez dans votre période d'ovulation. Et à tout ça, il n'a rien répondu. Non. Il a fait le sourd. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le sourd? Oui, comme je vous dis, il semblait vraiment préoccupé, il semblait avoir une idée fixe. Puis c'était... S'il vous plaît, pas de questions successives. Des questions. Excusez-moi, votre Seigneur. Merci. Combien de relations sexuelles est-ce qu'il y a eu sur le lit à ce moment-là? À ce moment-là, en tout, il y en a eu 5. À ce moment-là, il y en a eu, pendant cette période-là, il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Est-ce qu'après ces 3 relations sexuelles, il y a eu éjaculation? Non. Alors là, évidemment, il était dans un état, il était extrêmement énervé. Et plus il était énervé, moins il semblait m'écouter. Alors il n'y avait vraiment plus façon de rien lui dire, d'essayer de le raisonner. Alors soudainement, il s'est levé, brusquement, sans rien dire, il s'est dirigé vers le placard. Il a pris la ceinture de sa robe de chambre. Alors à ce moment-là, j'ai hurlé. J'étais certaine qu'il voulait me tuer, parce qu'il ne disait rien, etc. Alors là, j'ai commencé vraiment à me débattre, etc. Je suis tombée en bas du lit. Il m'a attrapé le bras, il m'a mis derrière mon dos, il m'a attaché les mains. Il m'a jeté sur le lit, à plat ventre, et là, il y a eu des relations, il m'a violée par en arrière. Vous êtes allé chercher le cordon de la robe de chambre dans le garde-robe. Vous vous êtes débattu, vous êtes tombé en bas du lit, il vous a attrapé les poignets, il vous a attaché, remis sur le lit, et il y a eu relation sexuelle. À combien de reprises? 2 fois. Et est-ce que M. Papajan a enfin fini par éjaculer? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a... Bon, comme je hurlais, etc., il a essayé justement de me bâillonner. C'est-à-dire qu'il a pris un nœud papillon pour me faire taire, il m'a bâillonné, sans succès non plus. Et puis après une autre heure, il a quitté la pièce. Et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour me sauver. C'est-à-dire que je suis partie en courant. J'ai ouvert la porte en me retournant, puisque j'étais toujours attachée. Et je suis sortie nue dans l'allée, j'ai couru. Puis je suis allée frapper chez le voisin de M. Papajon, le pasteur Laroche, qui a ouvert à ce moment-là. Mademoiselle Coffman, pour visualiser un peu pour le profit des jurés, vous êtes couché sur le ventre, vous avez les poignets attachés dans le dos, vous criez, vous dites qu'il vous a bâillonné. Il vous a bâillonné, donc c'est que vous criez, c'est ça? Vous dites. Il vous a donc mis un nœud papillon, il a organisé ça comment? Il a mis la boucle... Dans la bouche et attaché derrière, là. Un peu comme un mort de cheval. Pour étouffer vos cris. Il est sorti de la pièce? Oui. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? J'avoue que je m'en souviens plus. S'il a dit quelque chose, la seule chose que j'ai pensé en le voyant sortir, c'est de m'enfuir. C'était... à votre avis, pourquoi il est sorti de la pièce? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Peut-être pour aller fumer une cigarette, quelque chose de genre, j'ai aucune idée. Et vous êtes allé, vous êtes sorti de la maison de M. Papajan, puisque vous en aviez le loisir cette fois-ci. Vous avez réussi à ouvrir la porte. Oui, en me retournant avec les mains ligotées, les poignets croisés, j'ai réussi à tourner la poignée. À tourner la poignée. Vous avez couru dans le jardin jusqu'à la maison suivante. Oui. Vous avez frappé et c'est le pasteur qui vous a ouvert. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La phrase exacte, je ne me souviens pas, mais je lui ai dit en fait qu'on venait de me violer et justement que j'avais besoin d'aide. J'étais carrément terrifiée. J'étais bouleversée, je ne savais plus où j'en étais. En fait, tout ce que je voulais justement, c'est qu'on appelle mon ami. C'était la personne en qui j'avais confiance. Après ce qui venait de m'arriver, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Et c'est à lui que j'ai pensé avant de penser à appeler la police. Vous avez pensé à appeler votre ami avant de penser à appeler la police, ça vous paraissait plus important. Vous aviez l'impression, est-ce que vous aviez l'impression que c'était la personne qui allait vous défendre? Oui, j'avais besoin de secours. Je me suis tournée vers lui justement parce que j'avais confiance en lui. Alors, vous avez téléphoné à votre ami et qui a appelé la police? C'est lui.
C'est votre ami? Oui, on a averti la police. Oui. Dans quel état étiez-vous quand vous êtes arrivé chez le pasteur? Je ne savais vraiment plus où donner de la tête. J'étais carrément terrorisée, bouleversée. J'avais l'impression vraiment que je venais d'échapper à la mort. Est-ce que vous pleuriez? Oui. Oui, c'était pratiquement de l'hystérie. J'ai plus de questions, merci beaucoup. Merci. Est-ce que le défense veut comprendre quelque chose? Oui, bien sûr. Vous êtes agent immobilier pour une société bien reconnue, n'est-ce pas? Oui. Vous avez la réputation aussi de bien réussir votre travail. En moyenne, vous pouvez rencontrer combien de clients par jour? Par jour, je peux en rencontrer en 2 ou 3. 2 ou 3 clients par jour. Dans l'après-midi du 4 août, vous avez rencontré M. Papajohn au restaurant pour lui discuter affaires, c'est-à-dire la vente de sa maison. C'est exact? C'est exact. Alors, vous n'allez sûrement pas dîner avec tous vos clients comme ça que vous rencontrez. Ça dépend du temps que j'ai disponible. Ça dépend également de la disponibilité du client. Ça dépend aussi peut-être de la transaction. Non, pas nécessairement. Il est établi que durant ce dîner d'affaires, vous et M. Papajohn, vous avez consommé une quantité considérable d'alcool. Vous n'aviez pas bu plus de 28 onces de vin du Bonnet et un verre de champagne. C'est exact? C'est exact. Mais c'est là toujours d'un dîner d'affaires. Oui. C'est curieux. Boire autant pour un dîner d'affaires. Durant le dîner, vous êtes sorti à un moment donné, vérifier votre stationnement et M. Papajohn vous a accompagné. Et au retour, vous avez arrêté à la boutique de Mme Beaulieu, une boutique de vêtements. M. Papajohn ne vous a manifesté aucune marque d'affection? Rien de particulier. Je veux dire, dans le métier, ça arrive quand même assez fréquemment que des clients se montrent un peu familiers, mais on doit quand même justement, on se doit de respecter certaines distances, mais c'est quand même un métier de relations publiques. Alors on ne peut pas dire, on ne peut pas carrément envoyer promener le client automatiquement s'il se montre un peu trop prévenant. Alors, vous dites que la propriétaire vous a offert un verre et vous êtes resté à discuter encore de la vente de la maison. Là, c'est M. Papajohn qui a décidé d'aller voir cet ami, et comme j'étais avec lui qu'on devait aller voir la maison par la suite, je l'ai tout simplement accompagné. Vous êtes resté le temps de bavarder à prendre un verre. Le temps que M. Papajohn avait décidé d'y consacrer. Vous êtes ensuite parti pour la maison pour toujours discuter affaires. Pour visiter la maison. Donc, c'était en rapport avec les affaires. Oui. Et c'est exact. Vous avez reconnu que c'est M. Papajohn qui a conduit votre voiture. Oui. Mais c'était pas un geste un peu familier pour une relation d'affaires? Comme je vous ai dit, premièrement, c'était plus facile pour se rendre chez lui. Et deuxièmement, j'avais quand même justement consommé un peu d'alcool et je préférais m'abstenir de prendre le volant dans ces conditions. Une fois dans la maison, vous avez déclaré qu'il vous a attrapé puis poussé dans la chambre à coucher. Vous avez hurlé. C'est ça? J'ai essayé de le raisonner tout d'abord. Mais vous n'avez pas décidé de partir à ce moment-là? Dès le moment où il a commencé à vous bousculer? J'ai essayé de le raisonner, mais justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'était quand même un client et selon moi, bon, c'était tout simplement, il fallait justement essayer de le raisonner, lui dire qu'on était ici pour une vente d'affaires et partir tout simplement en claquant la porte, c'était justement perdre carrément la vente sans avoir essayé auparavant. Donc à ce moment-là, il ne vous terrorisait pas, il vous faisait peur. Pas au départ. À ce moment-là, parce que je n'avais pas parlé. Pas à ce moment-là, j'ai essayé de le raisonner seulement à ce moment-là. C'est pourtant pas ce que vous avez mis dans la déclaration. Vous avez dit dans la déclaration que vous avez hurlé dès le moment qu'il vous a bousculé. Dès le moment qu'il m'a jeté sur le lit. Très bien.
Mais vous avez vu que dès qu'il a commencé à vous déshabiller, vous avez hurlé. Avez-vous essayé de vous défendre? J'ai essayé. Physiquement, ça ne servait pas à grand-chose. J'ai essayé de le repousser et j'ai justement, encore une fois, comme je vous dis tout le temps, essayé de lui parler, de lui faire entendre raison, de lui demander qu'est-ce qu'il faisait et puis qu'est-ce qu'il lui prenait, en fait. Alors, quand vous êtes entré dans la chambre, il vous a bousculé, vous êtes devenu complètement hystérique et vous hurliez sur le lit. Lorsqu'il m'a repoussé, oui. Il est certain qu'il vous entendait. Oui, je présume. Moi, j'ai un problème d'audition. Il est de nouveau été sur le lit et quand vous avez tenté de vous échapper une autre fois, vous avez encore hurlé. Oui. Donc, vous avez hurlé dès le moment où vous a bousculé, puis les 2 fois après que vous avez essayé de vous échapper. J'ai hurlé dès le moment où il m'a entraîné dans la chambre, il m'a poussé sur le lit. Après ça, j'ai essayé de m'échapper et qu'il m'a repoussé sur le lit. C'est pourtant l'été. À Vancouver, le climat l'été est pas mal, comme à Québec, même un peu plus doux. Il n'est sûrement pas nécessaire d'avoir des fenêtres doubles. Peut-être même des fenêtres étaient-elles ouvertes. Mais personne ne vous a entendu crier. Je sais vraiment pas qui passait dans la rue à ce moment-là. Un voisin, La maison est quand même assez en retrait, puisque j'ai dû traverser toute une allée pour me rendre chez le voisin le plus proche. Je serais quand même pas allé très loin, ni comme je l'étais. Revenez. C'est pas plutôt parce que vous hurliez pas qu'on vous aurait pas entendu? Non. Je vais répéter la suggestion tout à l'heure. Pas des questions suggestives, s'il vous plaît. J'en prends note. Revenons à ce qui nous préoccupe, les faits. Avez-vous essayé de vous enfuir quand M. Papa John s'est déshabillé? À ce moment-là, j'étais vraiment complètement, là c'était le cas de le dire, là j'étais hystérique, j'étais vraiment terrorisée. Il m'avait poussé sur le lit, il m'avait déshabillé. Alors je peux même pas vous dire comment il a fini de me déshabiller, j'ai même pas eu connaissance lorsqu'il s'est déshabillé. Non, mais vous avez eu connaissance du moment, vous avez reconnu dans votre déclaration que vous avez eu connaissance qu'il suspendait votre chemisier au placard. Je n'ai jamais dit ça. C'est écrit dans votre déclaration. Vous avez reconnu qu'il a suspendu votre chemisier. Et vous ne me rappelez pas quand est-ce qu'il s'est déshabillé? Je ne me souviens pas avoir reconnu justement qu'il avait suspendu mon chemisier. À un moment donné, il était allé chercher une ceinture de robe de chambre et un nœud papillon. Il vous a laissé quelques instants. Oui, mais après un viol sur un lit, alors que vous êtes encore complètement terrorisé et que vous voyez quelqu'un qui se lève pour aller chercher une ceinture dans le placard. Vous n'avez pas essayé de vous échapper. Vous n'avez pas, mais vous n'avez pas tenté de vous échapper. Quelqu'un qui se lève devant vous après avoir été violé et qui se dirige vers un armoire, prendre une ceinture. Donc la ceinture a servi à vous attacher les mains. Mais c'est pas ce que je pensais au départ. Et avec le nœud papillon, qu'est-ce qu'il voulait faire? Bâillonner, m'empêcher d'hurler. Vous empêcher d'hurler. Je vous remercie. Plus de questions, c'est votre lien. Est-ce que vous voulez poser de nouvelles questions? Le prochain témoin, s'il vous plaît, mademoiselle Chantal Paquet. Est-ce que vous êtes employé de restaurant? Couscous restaurant. OK. D'accord. Mademoiselle Paquet, vous travaillez au Couscous Restaurant. La journée du 4 août 1976, M. Papa John et Madame sont allés dîner au restaurant Couscous. Est-ce que c'est vous qui les avez servis? Oui. Est-ce qu'ils ont pris un repas? Oui. Est-ce qu'ils ont pris des consommations? Je vais faire un cadeau à ma femme. Vous voulez faire un cadeau à votre femme? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non, j'ai rien trouvé. Est-ce que vous avez cherché? Évidemment, oui, j'ai cherché. Et alors, comment pouviez-vous chercher un cadeau pour votre dame et regarder M. Papa John baiser les mains de Mlle Cottenham? Disons, c'est assez remarquable parce que les deux parlaient très fort et riaient beaucoup, donc ils étaient remarquables dans le magasin. Le magasin n'était pas trop grand non plus. Merci, M. Alors,
le prochain témoin, c'est Mme Beaulieu, s'il vous plaît. Votre nom est bien Francine Beaulieu. Oui, c'est ça. Pourriez-vous me rappeler votre profession? Je suis propriétaire d'une boutique de vêtements pour femmes. Le 4 août, c'est exact que M. Papajan et Mlle Katman vous ont rendu visite à ce moment-là. Oui. Vous leur avez offert un verre et vous avez gentiment bavardé ensemble. Oui, c'est bien ça. Vous avez passé un petit moment avec eux. Oui. Assez longtemps pour vous rappeler des comportements. Oui. Est-ce que Mme Edouard semblait donner son consentement? Il me semble que c'est évident. Elle semblait lui offrir son consentement sur un plateau. Pardon? Elle semblait lui offrir son consentement sur un plateau. Qu'est-ce qui pouvait vous... Elle était très ouverte. Elle était très ouverte. Elle répondait très bien. Je vais vous poser la question de votre seigneurie. Qu'est-ce qui vous faisait... Qu'est-ce qui pouvait signaler qu'elle donnait de toute évidence son consentement? Ben, ils étaient affectués tous les deux et elle semblait son complice, quoi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes propriétaire d'une boutique de linge pour dames. C'est ça. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que M. Papajan et Mlle Patman se sont rendus. C'est bien ça. Vous avez une boutique de linge pour dames. Est-ce que c'est par goût du linge pour dames ou si c'est par... Quelle est la pertinence de cette question? Je vous demanderais juste qu'on vous laisse un peu... Ça n'a aucun rapport, Jean-Violette. Je voudrais savoir quelle est l'expérience de Mlle Beaulieu avec sa perception des dames, en tant qu'elle que vendeuse. C'est-à-dire, vous savez, on s'offre sur un plateau, il faut connaître bien les dames. Il faudrait que la question soit posée autrement. L'objection retenue pour l'instant et que la question soit posée en tant que J'aimerais je vais vous poser des questions pour qu'on puisse, surtout pour le bénéfice du jury, vous connaître un peu comme personne. Vous êtes un peu surprise, témoin surprise pour moi. Là, je ne vous attendais pas du tout. J'aimerais vous connaître. J'aimerais savoir, quand une personne entre dans votre boutique, êtes-vous capable, vous, en tant que propriétaire et vendeuse, de dire « elle achète ». Êtes-vous capable de dire ça? Ça fait déjà plusieurs années que je suis propriétaire d'une boutique. Je pense que la clientèle, je la connais. Et moi, oui. Vous êtes capable? Alors, si la personne rentre et sort immédiatement, évidemment, mais d'approcher la personne et lui parler, oui. Puis de vous dire ça, c'est une acheteuse. Vous pouvez revenir au fait, s'il vous plaît. Vous avez dit que Mlle Cotman s'offrait comme sur un plateau. Quels sont... Correct, votre mère, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle offrait son consentement sur un plateau. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'elle offrait son consentement sur un plateau. D'accord. Elle offrait son consentement sur un plateau. Quels sont les gestes qui vous ont fait dire ça? Ils étaient près l'un de l'autre, ils la prenaient par la taille et on ne le repoussait pas. Et, à votre avis, un homme qui prend une dame par la taille, la dame ne le repoussant pas, c'est un signe suffisamment déterminant pour venir dire... Objection, il me semble que ça fait partie de la subjectivité de la personne. Je pense qu'on devrait s'en tenir réellement au fait et pas interpréter la personnalité de... Objection refusée. Est-ce que pour un homme qui prend une dame par la taille, c'est un geste, alors que cette dame ne le repousse pas, c'est un geste qui, dans tous les cas, signifie que cette dame offre son consentement sur un plateau? On peut dire que c'est un geste affectueux.
c'est un geste affectueux, je suis d'accord avec vous. Le geste de prendre une dame par la taille est un geste affectueux. Est-ce que ce geste et le fait qu'elle n'ait pas repoussé, à votre avis, ça signifie qu'elle offrait son consentement sur un plateau? Il me semble qu'il y a une marge. C'est mon opinion. Je vous remercie. Est-ce que c'était de ce geste ou il y avait d'autres gestes? Non, il y a eu d'autres gestes, des clins d'œil qu'il lui a fait. Elle lui répondait aussi de la même façon. Oui, des clins d'œil. Autre chose que vous avez remarqué? Il semblait très affectueux, très joyeux. Et qui semblait? Les deux? Oui. Pas d'autres non, pas d'autres faits particuliers. Non. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là? Lors de votre déclaration, il me semble que vous avez fait allusion à ce que M. Papajohn embrassait la plaignante. Il me semble, le reconnaissez-vous? C'est passé, non? Vous ne vous en souvenez pas? Non. C'est réellement déclaré que M. Papajohn a alors embrassé la plaignante. Il s'agirait donc, lorsque vous dites qu'elle offrait son consentement sur un plateau, la marge est facile à faire, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas que des gestes affectueux, mais aussi la présence d'une réelle complicité en ce sens qu'ils se sont embrassés. C'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, l'accusé, s'il vous plaît, bon, s'il vous plaît. Georges Papajohn. D'accord. Il est à vous de peut-être. Monsieur Papajohn, pouvez-vous nous relater les faits tels qu'ils se sont déroulés durant votre présence au couscous? D'abord, nous nous sommes rencontrés au couscous pour discuter de la vente de ma maison. Nous sommes attablés, nous avons pris une quantité considérable d'alcool. Et puis l'ambiance était joyeuse, agréable. Et qu'avez-vous fait ensuite? Bon, on a bavardé un long moment. Après un certain temps, madame a dû s'absenter pour aller vérifier sa voiture pour le stationnement. Le temps devait être écoulé. Alors je l'ai accompagnée. Et puis, je lui ai proposé de faire un saut chez une commerçante de ma connaissance qui avait une boutique de linge. Alors nous y sommes allés. À ce moment-là, j'ai eu des gestes affectueux envers elle. Je lui ai... Parlez de gestes affectueux. Est-ce que vous pouvez nous en préciser la nature? Bon, en fait, je lui ai baisé la main, vous savez, des choses de ce genre-là. D'accord. Est-ce que la plaignante semblait alors moindrement incommodée? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle semblait même complice, Complice. Vous voulez dire que la plaignante a participé à vos gestes affectueux? Oui, en fait. Une participation même totale. D'ailleurs, je l'ai embrassée plus tard sur la rue, alors qu'on retournait au restaurant. D'accord, vous l'avez embrassée. Est-ce que vous voulez dire plutôt qu'elle s'est laissée embrasser? Non, nous étions de connivence, en fait. J'avais tout à fait son consentement. Vous êtes certain qu'il s'agissait d'une connivence? Oui. Il ne peut pas y avoir d'erreur? Non, pas du tout. D'accord. Puis, après une brève visite chez Madame Beaulieu, la propriétaire de la boutique, vous avez pris le volant de la voiture de la plaignante. Mais pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la plaignante vous avait-elle confié cette clé de voiture? En fait, j'ai trouvé ça plutôt normal parce que l'ambiance était plutôt familière. Je crois que c'est relativement fréquent de voir des gens familiers que la dame prête la voiture et que ce soit l'homme qui conduise, en fait. Est-ce que l'on pourrait dire que la plaignante agissait d'une façon normale, qu'elle n'était pas ivre, qu'elle n'était pas saoule? En fait, nous agissions de façon normale quand même. D'une façon normale. Or, la plaignante a prétendu lors de son interrogatoire que
que justement, si elle vous avait confié cette clé de voiture, c'était pour non seulement que vous puissiez vous diriger dans votre maison, mais aussi parce qu'elle n'était pas certaine de ses facultés. Elle m'a jamais manifesté ses préoccupations. Et les questions tout directement. D'accord. Il vous semblait alors évident qu'après cet agréable après-midi, et ensuite le fait que la plaignante vous ait confié ses clés, il y avait une sorte de consentement. Bien sûr. Et une fois arrivé à la maison, que s'est-il passé? Alors, une fois arrivé à la maison, je suis passé à la salle de bain. Mme Cottenham s'est tardée au salon. Je l'ai rejoint au salon. Je l'ai rejoint même sur le canapé. On s'est assis. Et puis, je l'ai embrassé dans le cou. À ce moment-là, elle a enlevé son collier de cou. Puis, elle l'a déposé sur la petite table basse. On s'est encore embrassé sur le canapé. Puis, comme elle manifestait, elle s'inquiétait pour son blouson. Alors, on est passé à la chambre à coucher. Et puis, alors voilà, à ce moment-là, je lui ai enlevé son blouson et elle m'a dit « Georges, que faites-vous » Lors de votre interrogatoire avec le caporal Carbonneau, la police vous a demandé c'était le peser violemment à Léonie. Et vous avez répondu non, pas violemment. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas eu de violence, même qu'il y avait une certaine soumission. Il y a eu une résistance plutôt verbale. Résistance verbale. Par résistance verbale, est-ce que vous entendez qu'elle vous a dit qu'elle ne voulait pas coucher avec vous? Non, jamais. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Georges, que faites-vous » Et comment avez-vous interprété ces « Oh, Georges, que faites-vous » Je me suis dit, puisqu'elle n'avait pas résisté à ce que je lui enlève le blouson, tout ça, que ça faisait partie de paroles symboliques ou plutôt coutumières qu'on peut avoir dans des relations ou des jeux d'amour. D'accord, mais que s'est-il passé ensuite? Ensuite, j'ai pris le blouson, je suis allé le suspendre dans le placard. Et puis, je lui ai enlevé sa jupe, qu'elle m'a facilité en fait la tâche en soulevant. En se soulevant? Oui. Ensuite, j'ai continué de la déshabiller. J'ai plié son linge au pied du lit. Et puis, je me suis moi-même déshabillé. Et puis, j'ai commencé à lui faire l'amour oralement. Chose qu'il ne semblait pas aimer puisqu'elle me repoussait et j'ai arrêté à ce moment-là. Elle vous a repoussé des mains et vous avez cessé. C'est bien ça. Pourquoi alors Est-ce que ça veut dire que vous avez arrêté ces rapports sexuels oraux parce que vous avez perçu une réelle réticence de la part de la plaignante? Bien sûr, c'est ça. Est-ce donc dire qu'à ce moment précis, vous étiez capable de discerner son non-consentement de son consentement? Bien sûr, oui. D'accord. Si vous désirez des rapports sexuels oraux et que, vu la résistance de la plaignante, vous avez cessé, pourquoi leur avoir entrepris des rapports sexuels? Eh bien, j'ai entrepris des rapports sexuels parce qu'elle ne manifestait pas de résistance, justement. Parce qu'il n'y avait aucune résistance de sa part? C'est ça, aucune résistance claire, en fait. Elle a donc consenti à ces rapports sexuels? Oui, bien sûr. D'accord. Et admettons, si elle avait résisté à ces rapports sexuels, qu'auriez-vous fait? En fait, j'aurais arrêté. Pourquoi? Je voulais pas la prendre de force. Je suis pas un violeur, quand même. Mais avant d'avoir entrepris de quelconque rapport sexuel, la plaignante a relaté différentes conversations au propos de la contraception. Elle disait qu'elle ne voulait pas, qu'elle voulait avoir un enfant avec son amant, qu'elle était sans protection contraceptive et qu'elle était dans sa période d'ovulation. S'agissait-il, comme la plaignante le prétend, de conversation? Oui, en fait, on a discuté un moment de conception, de contraception, tout ça. Donc, il ne s'agissait uniquement d'un monologue. Non, pas du tout. Ah. Et s'il ne s'agissait pas de ce monologue, êtes-vous arrivé à une certaine entente après ce genre de conversation?
En fait, on a convenu, puisqu'elle était sans protection, que je ne l'ai puni, je ne l'aurais pas. C'est ça, on a convenu. Que s'est-il passé ensuite? Alors, par la suite, on a eu des rapports sexuels, une première fois, qui ont été plutôt insatisfaisants. Et puis, je suis retourné à la salle de bain. Vous êtes retourné à la salle de bain. Cela veut donc dire que la plaignante, à ce moment-là, était seule. Ah ben oui. Elle aurait pu s'échapper, ou du moins tenter de le faire. Oui, mais en fait, elle n'avait pas de raison. Je pense qu'elle était en confiance. D'accord. Et puis, vous indiquez dans votre déclaration que la plaignante vous a affirmé qu'elle devait vraiment partir. Oui, en fait, elle est allée à la salle de bain après moi, puis bon, elle est revenue au lit, et puis elle m'a dit, alors, il faudrait vraiment que je parte, tout ça. Mais en fait, bon, elle n'est pas repartie. On a eu encore des rapports sexuels une deuxième fois, qui n'ont pas encore été très satisfaisants. Alors je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être essayer une autre façon, alors on a essayé, bon, par en arrière. Y a-t-il eu une éjaculation lors de vos 3 rapports sexuels avec la plaignante? Non, en fait, jamais. Donc, l'entente que vous aviez conclue, vous et la plaignante, a été respectée? Tout à fait. D'accord. Que s'est-il passé ensuite? En fait, ensuite, comme les 3 premières relations n'avaient toujours pas été satisfaisantes et puis qu'elle semblait toujours incline à continuer les ébats amoureux, je lui ai proposé, en fait, quelque chose d'un peu plus excentrique, quoi. Je lui ai proposé de la servir symboliquement. Symboliquement. La plaignante affirme que vous l'avez attachée puis bâillonnée. Est-ce exact? Mais jamais. Je lui ai mis une cravate autour du cou, mais je l'ai effectivement attaché. Vous l'avez attaché, les mains derrière le dos, mais par contre, vous ne l'avez pas bâillonné. Où donc avez-vous mis le nœud papillon? En fait, autour du cou. Autour du cou. À ce que je sache, les nœuds papillons se ressemblent tous. Est-ce que tu pourrais me prêter ton... Il se détache facilement. Il se détache très facilement et puis on est capable de faire un nœud derrière la tête et de façon solide. D'accord? En fin de compte, selon la plaignante, ce nœud papillon devrait, selon elle, se retrouver dans sa bouche, bien qu'il n'ait pas eu de preuves de meurtrissure ou de rougeur, justement dans cette région de la bouche. Comment pourrait-on expliquer alors qu'une personne peut aller... Je m'excuse, vous ne vous intéressez pas encore, Jérémy, ça va être dans votre plaidoyer. D'accord. Pour l'instant, on fait. Donc, comment se fait-il quand même qu'une personne qui a les mains attachées dans le dos puisse soudainement détacher son nœud papillon, donc avec l'aide de ses mains, pas d'autre moyen, de façon à le laisser ensuite autour de son cou? À moins d'une quelconque force mystique, je ne vois pas comment elle pourrait le faire. Ainsi, il me semble que cet asservissement que M. Papajohn nous dit symbolique a eu comme effet de plutôt exciter les 2 partenaires de façon à ce qu'ils atteignent un orgasme. Mais reprenons les faits. Mais je voudrais aussi remarquer que la plaignante affirme qu'elle a été bâillonnée avec un nœud papillon. Je ne sais pas, mais je doute de l'efficacité d'un nœud papillon pour bâillonner. Puis il me semble en tout cas qu'un violeur, un véritable violeur, n'aurait pas intérêt à prendre un nœud papillon s'il voulait la bâillonner. D'accord. Monsieur Papajohn, quelle a été alors la réaction de la plaignante une fois asservie symboliquement? En fait, au début, elle n'a pas manifesté. Elle ne semblait pas être contre le fait que je le fasse. Et puis, à un moment, elle est tombée. Et puis, après cela, elle est comme devenue un peu hystérique.
Et lorsqu'elle est devenue hystérique, est-ce que ça a commencé à l'ennuyer? C'est ça, ça a commencé à l'ennuyer. À un moment où elle avait déjà commencé à me parler là, de sa famille, son père, sa mère, son enfance, tout ça. C'est après ça que ça a commencé à l'ennuyer, après qu'elle soit tombée aussi. Donc dans ce cas-là, puisque ça l'ennuyait, est-ce que vous aviez l'intention d'avoir des rapports sexuels avec elle? Non, d'ailleurs, je l'ai laissé, je me suis levé, et même que je me suis excusé. Et est-ce que vous n'avez pas tenté de la détacher, du moins? J'étais bien tenté de m'approcher d'elle, mais à ce moment-là, elle était un peu hystérique, et puis elle se débattait, elle me donnait des coups de pied, des coups de genoux, tout ça. Ah, d'accord. Et alors, bon, je me suis levé, je me suis dit, je vais laisser passer un peu de temps, peut-être qu'elle va se calmer, je vais aller fumer une cigarette, quoi, histoire d'attendre que les choses se rétablissent. Elle me semblait bien troublée, avoir beaucoup de problèmes, tout ça. avez-vous eu des rapports sexuels après cet asservissement symbolique? Non, jamais eu de rapport sexuel. Non. J'aimerais faire un petit retour devant les interrogatoires qu'on a déjà eus. Vous dites que les vêtements ont été pliés. Et est-ce qu'ils étaient d'une quelconque façon déchirés? Ben, en fait, je les ai pas déchirés en lui enlevant, je lui ai enlevé avec son consentement. Vous dites que la police est venue combien de temps après justement la plainte? En fait, ça m'a paru, je sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça. Une demi-heure. Est-ce que vous auriez pu alors arranger les vêtements d'une quelconque façon, ou du moins les recoudre si jamais il n'y avait aucune marque de violence? En fait, non, la maison était quand même vide, hein, elle était à vendre. D'accord. Non, j'avais rien retouché, en fait. Moi, je me demandais même où est-ce qu'elle était passée. Hein. Je me suis retrouvé tout nu, et puis bon, elle n'était plus là. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? J'attends, je vais voir ce qui arrive. Je vous remercie. Est-ce que je suppose que vous avez des questions? Monsieur Papajohn, Mme Cotman a déclaré que vous vous étiez rencontrés une fois avant la journée du couscous bar restaurant. Est-ce que c'est exact? Oui, je crois que je l'ai rencontré une fois avant. Pour quelle raison? Moi, je l'ai croisé à l'agence, je pense que moi, c'était pas parlé à ce moment-là. Est-ce que quand vous avez croisé cette dame Cotman pour la première fois, vous l'avez trouvée à votre goût? En fait, c'est pas une dame qui est déplaisante. Votre premier coup d'œil comme ça, est-ce que c'est plutôt le genre de dame qui vous attire sexuellement? Non, je peux pas penser à ça à ce moment-là. Non? Pas du tout. D'accord. Alors, la première fois, vous n'avez pas du tout tenté de la séduire. Vous l'avez croisée. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que vous vous définissez, M. Papajohn, comme étant quelqu'un de timide ou quelqu'un d'assez audacieux dans la vie? L'un ou l'autre, en fait, je suis comme tout le monde, quoi. Je réussis à faire mon bout de chemin, quoi, je sais pas. Le jour du 4 août, au restaurant, est-ce que là, vous l'avez trouvé séduisante, Mademoiselle Cotman? En fait, l'alcool aidant, tout ça, je la trouvais particulièrement charmante, quoi. Est-ce que vous dites que l'alcool est là? Ça après un verre, après 2 verres, ou quoi? Ben, en fait, à un moment donné, les verres, on cesse de les compter. Il y en a eu passablement. J'aimerais juste me faire une idée. Quand est-ce que vous avez commencé à la flirter un petit peu, là? Est-ce que c'est tout de suite la rencontrer au restaurant ou c'est après un verre, 2 verres? Non, je suis quand même courtois avec les gens. Bon, je suis agréable, ça. J'avais l'impression, je pense qu'elle n'était pas... elle a rien manifesté comme de quoi que j'étais désagréable envers elle, tout ça. J'étais agréable avec elle, elle était agréable avec moi, on jasait, on échangeait, tout ça. Bon, c'est devenu chaleureux, affectueux, tout ça. Ça s'est fait comme tout seul, je sais pas. Supposons, M. Papajohn, qu'on se replace au moment juste avant que vous soyez allé à la boutique de Mme Beaulieu. À ce moment-là, vous aviez consommé déjà passablement d'alcool. Vous aviez commencé à
la flirter. Avez-vous commencé à la flirter un petit peu? Moi, en fait, c'est pas nécessairement moi qui la flirtais, je la flirtais. Bon, oui, j'étais agréable, tout ça. C'est ce qui a commencé. À ce moment-là, M. Papajohn, c'est-à-dire juste avant d'aller à la boutique de Mme Beaulieu, est-ce que vous aviez pensé avoir des relations sexuelles avec elle? Est-ce que ça vous avait traversé l'esprit à ce moment-là? Bon, j'avais pensé que ça pourrait être agréable, peut-être. Oui. Mais à combien de pourcents à peu près vous évaluez vos chances, là? À peu près. Avant d'aller à la boutique de Mme Beaulieu. Objection, Votre Honneur. Il me semble que, encore ici, cela fait trop appel à la subjectivité. Objection retenue. Comment est-ce que Mlle Cotman se comportait avec vous au restaurant? Mais en fait, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Elle était plutôt affectueuse, charmante, agréable. Est-ce que vous diriez qu'elle était coquette, agaçante? Agaçante, taquine ou... Non, aguichante. J'hésite à dire un mot. Vous savez ce que je veux dire, M. Papajohn? Non, mais... Est-ce qu'elle vous faisait des minauderies? Est-ce qu'elle était coquette? Est-ce qu'elle vous... Est-ce qu'elle avait l'air de vous? Une femme facile, vous voulez dire? Non, en fait. Mais elle n'était pas froide non plus. Je veux dire, elle était tout simplement... En fait, on était complices, hein, en fait. On était très bien ensemble, c'était agréable, puis on se plaisait bien. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'était un jeu? Vous lui faisiez des tendresses, vous lui rendez par des sourires, vous lui faisiez des clins d'œil. Est-ce qu'on peut dire que c'était un jeu amoureux consenti des deux côtés? On peut parler de jeu, si on voit la cour comme un jeu ou quelque chose comme ça. Hein. Ben, vous, est-ce que vous voyez la cour comme un jeu? La cour ici. Bien sûr. Faire la cour pour vous, est-ce que c'est un jeu ou c'est quelque chose? On parle de jeu d'amour, on parle d'amusement, hein, tout ça. Alors, c'est un jeu, la cour. C'est un jeu? Ben, en fait, un jeu. Dans mes yeux, non, dans un jeu, oui. En fait, je ne veux pas vous en venir avec ça. Je voudrais simplement savoir si vous avez déjà, si vous pensiez à ce moment-là que possiblement vous pourriez avoir des relations sexuelles avec elle ou si c'était juste pour jouer. Vous preniez-vous sérieux un petit peu dans le jeu-là? Non, ben, en fait, moi, je me disais, bon, c'est agréable, tout ça. Je me disais, si ça m'intéresse qu'on ait des rapports sexuels à un moment donné, ben, pourquoi pas, peut-être. Je vous demanderais de demander au procureur de la défense de cesser de souffler la réponse à M. Papajohn. La première fois, je l'ai passé sous silence, mais là, je vous aussi. Je peux peut-être préciser que on ne pense pas c'est plutôt des remarques, moi, que j'entends de leur part. Alors moi, je n'ai pas très bien entendu le contenu, mais je préfère le silence. Donc, on peut dire qu'elle consentait. Ça ne faisait pas de doute dans votre esprit. Elle consentait à ce flirt. Est-ce que c'est exact? Oui, elle consentait aux événements qui se passaient, que je vous ai décrits. Là. Bien. Monsieur Papajohn, quand vous êtes entré dans votre maison, la maison qui est en vente, si elle consentait, vous l'aviez embrassé un petit peu, les mains apparemment, vous l'aviez prise par la tête. En entrant dans la maison, pourquoi vous n'êtes pas allé tout de suite dans la chambre à coucher? Ben, j'avais bu pas mal d'alcool, hein,